Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce rendez-vous quotidien politique, le talk du Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Yannick Jadot, le député européen écologiste. Ça commence. Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un petit peu plus d'un an, le président de la République clamait sur la scène internationale « Make our planet great again ». 12 mois plus tard, quel bilan tirez-vous de l'action du chef de l'État? Est-ce que pour vous, il est à la hauteur du défi écologique et climatique? C'est un formidable gâchis. Effectivement, il y a un an, le président de la République s'emparait de la question écologique, notamment en nommant Nicolas Hulot sur un grand ministère. Nicolas Hulot, l'écologiste le plus populaire. Il y avait l'idée que, même si on savait que Nicolas Hulot était très isolé, ni Emmanuel Macron, ni Édouard Philippe, ni tous les autres ministres n'ont jamais été reconnus comme des acteurs de l'écologie. Ils ont plutôt méprisé l'environnement au mieux, combattu les solutions écologiques le plus souvent. Donc, mais il y avait cette idée que Nicolas Hulot allait emmener le gouvernement vers des ruptures. Un programme présidentiel. Ah oui, il y avait maintien de l'engagement législatif dans la loi de la France, de la loi de transition énergétique, qui était de réduire le nucléaire à 50% en 2025, pour qu'enfin toutes nos entreprises, nos industries d'énergie renouvelable puissent trouver de l'espace dans l'espace énergétique français. Il y avait aussi l'idée de réduire la question de la vidéosurveillance dans les abattoirs, la fin des poules en cage. Il y avait toute une série d'engagements qui avaient été pris par le président de la République. Mais un an après, on constate malheureusement que le combat pour l'environnement s'arrête là où commence l'intérêt des lobbies. Prenez la question énergétique. En une conférence de presse, toute la loi de transition énergétique a été mise à mal, sabotée, torpillée. On est parti, c'est le lobby nucléaire qui a récupéré la feuille de route énergétique dans notre pays. Prenons la question des pesticides. À quel point aujourd'hui les Françaises et les Français sont à la fois attachés à avoir des paysans sur tous nos territoires, attachés à avoir une alimentation de qualité. On est dans le pays de la gastronomie et le système organise une industrie de la malbouffe. On s'attendait à ce que ces états généraux de l'agriculture et de l'alimentation, qui était une magnifique idée de Nicolas Hulot, de réconcilier l'agriculture avec la société, l'agriculture avec les paysans, l'agriculture avec les animaux, l'agriculture avec notre santé et l'environnement. Et finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a la loi alimentation, justement, qui a été débattue cette semaine à l'Assemblée nationale, et on a beaucoup parlé notamment d'une promesse d'Emmanuel Macron qui était celle d'inscrire dans la loi la fin du glyphosate. Ça a été proposé par amendement, cet amendement a été rejeté. Pour vous, c'est quoi? C'est un reniement du côté de la majorité? On dit non, c'est un problème qui va se régler au niveau européen, c'est plus cohérent d'interdire le glyphosate via l'Union européenne. Est-ce que c'est des arguments que vous entendez, que vous écoutez? Non, parce qu'en fait, c'est juste un renoncement. Regardez, aujourd'hui, on nous explique que l'Assemblée nationale n'a rien d'autre à faire que de voter sur l'interdiction des portables dans l'école, alors qu'il y a déjà des expérimentations. Et puis d'un seul coup, dès qu'il s'agit d'environnement et de santé, non, il n'y a pas besoin de voter. On vote sur tout, y compris on vote par ordonnance, pour aller plus vite, en considérant que la loi est un vecteur de transformation de la société. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est la ligne du gouvernement. Et dès qu'il s'agit d'environnement, dès qu'il s'agit de santé, ah ben non, on va organiser la sortie du glyphosate avec Monsanto. On va même la confier à la FNSEA, qui vit de la vente de Roundup notamment. On va confier ça à Monsanto, on va confier la réduction du nucléaire à EDF, on va confier la réduction du pétrole et des importations d'huile de palme à Total. Tout ça montre bien que sur ce sujet essentiel de l'écologie, de la santé, ce gouvernement malheureusement a renoncé, ce gouvernement choisit les lobbies qui menacent notre santé, qui menacent nos organismes. Regardez le glyphosate, vous avez aujourd'hui une plainte des apiculteurs, on retrouve même du glyphosate dans le miel aujourd'hui. Alors j'entends votre constat. Maintenant, dans ces conditions, si votre constat est partagé, vous parliez de Nicolas Hulot au début de cette émission. Comment Nicolas Hulot peut rester au gouvernement? Nous savons qu'il avait fait une liste de conditions pour pouvoir participer au gouvernement d'Édouard Philippe. Est-ce que pour vous, le contrat n'est pas rempli? Il faut qu'il quitte le gouvernement pour taper du poing sur la table et montrer son opposition? J'ai l'impression d'être dans une situation très proche de celle de Jean-Louis Borloo quand il était ministre de l'Environnement sous Nicolas Sarkozy. Pendant tout le début
de son exercice, quand il était ministre, il avait fait le Grenelle de l'environnement. Il avait le soutien du président de la République, même s'il se cognait matin, midi et soir contre Matignon, contre Bercy, contre le ministère de l'Agriculture, qui veulent en permanence, d'une certaine façon, ignorer la question environnementale et la question sanitaire. Et on est dans la même situation où, à force de se cogner contre des murs et ces pouvoirs-là, notre Nicolas Hulot, il est KO dans les cordes, en réalité. C'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il ne cherche pas, c'est pas qu'il n'est pas convaincu. Mais pour vous, il reste utile à l'intérieur du gouvernement. Aujourd'hui, très clairement, quand on voit la loi sur agriculture, alimentation, quand on voit la transition énergétique, quand on voit les problèmes de pollution de l'air, aujourd'hui, malheureusement, à son corps défendant, il sert davantage de caution à des renoncements qu'être un acteur qui explique à quel point il faut avancer. Mais s'il gagne demain sur Montagne d'Or, le projet aurifère en Guyane, à ce moment-là, il aura servi à quelque chose. S'il gagne contre l'accord de libre-échange que veut imposer Emmanuel Macron et les autres dirigeants européens avec le Mercosur, Brésil, Argentine. On va détruire l'Amazonie pour faire de l'élevage de bœuf élevé dans des conditions absolument abominables qui vont tuer nos paysans chez nous et nous faire manger de la viande de très moyenne qualité. On vous entend, donc finalement tout n'est pas perdu, vous restez optimiste sur l'action de Nicolas Hulot. S'il est uniquement caution des renoncements du gouvernement, je pense qu'il n'est plus à sa place. S'il gagne encore des combats, j'étais hier encore avec les apiculteurs qui sont en train de crever parce que nos abeilles crèvent du fait des pesticides. S'il gagne sur Montagne d'Or, s'il revient enfin sur l'usine de la Med qui va importer de l'huile de palme, qui déforeste de manière dramatique en Indonésie, il servira encore à quelque chose. Alors vous venez de parler de la Montagne d'Or. Peut-être que ceux qui nous écoutent ne savent pas exactement ce que c'est. Vous revenez de l'ouest de la Guyane. Alors la Montagne d'Or, c'est un projet d'une énorme exploitation aurifère qui est polémique au niveau écologique. Vous y êtes allé, qu'avez-vous vu et que demandez-vous au gouvernement exactement sur ce sujet ? Ce que j'ai vu, c'est une société guyanaise en grand désarroi. Il y a un énorme retard sur les services publics, sur la sécurité autour de l'orpaillage illégal, de la pêche illégale. Il y a très peu d'investissement de l'État pour le développement économique de la Guyane. Et j'ai vu même ceux qui portent le projet, ceux qui le défendent, aussi déprimés que ceux qui s'y opposent. Parce que finalement, d'une manière assez méprisable, propose l'État aux Guyanais, c'est de saccager leurs forêts, d'avoir des montagnes entières de déchets avec du cyanure et des métaux lourds qui pourraient polluer massivement la Guyane. Ce qu'on leur propose, c'est l'exploitation pétrolière à leurs côtes, au large de leurs côtes. Ce que l'on ne proposerait plus en métropole. On a interdit les forages pétroliers en Méditerranée. On n'oserait pas imaginer des mines d'or sur le territoire métropolitain. Et là, on dit aux Guyanais, pour quelques emplois, on vous propose de saccager votre nature. Eh bien, je trouve ça méprisable. On a autre chose à proposer aux Guyanais. Il y a un an, les Guyanais, vous vous souvenez de toutes ces images, ils s'étaient mobilisés de manière très unie. Un appel au secours à la République en disant on n'est pas des sous-citoyens. Venez nous aider et nous offrir les mêmes perspectives de développement que tous les territoires français. Et aujourd'hui, l'État leur dit eh ben, le seul projet qu'on vous propose, c'est les Russes, ils vont venir extraire votre or, polluer et saccager vos forêts. Total va venir extraire votre pétrole et saccager les côtes. C'est pas acceptable. Et donc j'attends, Nicolas Hulot s'est exprimé très clairement contre ce projet il y a quelques jours sur France Inter. J'attends que le président, j'attends qu'Emmanuel Macron, qui se prétend grand leader du climat à l'échelle internationale, grand leader de la biodiversité à l'échelle internationale, c'est pas compatible avec le fait de détruire l'Amazonie, qui est le poumon de l'humanité et qui est notre plus grande réserve de biodiversité au monde. Alors, revenons en métropole, et pour une question plus politique cette fois, se tient ce week-end le conseil fédéral de votre parti, où il sera évidemment beaucoup question des prochaines élections européennes qui auront lieu en mai 2019. C'est une élection qui traditionnellement est plutôt favorable à votre parti, sauf que là, cette année, est-ce que ça ne risque pas d'être compliqué entre un Jean-Luc Mélenchon tonitruant et une liste portée par Emmanuel Macron qui attire à lui finalement tous les pro-européens? Je crois que le soufflet Emmanuel Macron sur l'Europe est aussi en train de retomber. Moi, je suis très content qu'Emmanuel Macron ait mis le sujet de l'Europe sur la table. C'est un sujet essentiel. Mais si l'Europe aujourd'hui va mal, ce n'est pas la faute des anti-européens.
Les anti-européens, les europhobes ou les eurosceptiques, très majoritairement, le sont devenus parce que l'Europe fonctionne mal. Et c'est, au fond, il faut qu'on ait le débat entre pro-européens. Parce que Emmanuel Macron dit l'Europe qui protège, mais les accords de libre-échange, ça ne nous protège pas. Il dit l'Europe de la solidarité. Si on n'est pas plus solidaire dans l'accueil des migrants, si on ne gère pas cette situation ensemble, on va voir se multiplier les situations politiques comme en Italie. Si l'Europe n'est pas le fer de lance d'une politique d'investissement, qui évite qu'en Italie et ailleurs, on ait quasiment 40% des jeunes qui soient au chômage, d'une politique d'investissement justement sur les énergies renouvelables, sur les économies d'énergie. C'est quand même plus sympa de dépendre du vent et du soleil qui sont gratuits que de dépendre de Poutine ou des pétromonarchies du Golfe. Alors, voilà le débat. Donc, oui. Vous voulez avoir un débat entre pro-européens, voilà. mais au sein de votre parti. Et donc, il faut que les écologistes partent avec la conviction que leur agenda 100% pro-européen, il faut plus d'Europe face à Trump, face à Poutine, face au climat, face au dumping social. Donc, il faut être 100% pro-européen réaliste et 100% écolo. Parce que l'Europe qui protège, c'est l'Europe de la santé, c'est l'Europe de l'environnement ou c'est l'Europe de la biodiversité. Alors nous entendons, vous dites, voilà, il faut un débat entre les pro-européens. Oui. Maintenant, jusque dans les rangs de votre propre parti, je pense au secrétaire national, David Cormand, pour éviter qu'il y ait cette espèce de 50 nuances de pro-européens, qui a ouvert la porte finalement à une possibilité de liste commune avec Génération, le parti de Benoît Hamon. C'est une idée qui a été poussée notamment par Noël Mamère, qui se dit disponible pour conduire cette liste. Vous êtes le seul au sein de votre parti à être contre une liste avec Génération Je ne crois pas. Je crois que les écologistes aujourd'hui, ils ont une certitude, y compris le secrétaire national. Il faut une liste écologique et écologiste pour les élections européennes. Les enjeux sont trop importants. Deuxièmement, on a une deuxième conviction. Le scrutin européen est trop important pour que ce soit un scrutin intermédiaire pour des recompositions de la gauche de la gauche. Ce n'est pas l'histoire de l'écologie d'être dans la recomposition de la gauche de la gauche. Et parfois, j'ai l'impression qu'un certain nombre d'acteurs que vous évoquez sont plus soucieux du leadership de la gauche que, au fond, de porter un agenda de refondation de l'Europe et un agenda écologiste. Donc on doit rester sur cette ligne-là. Après, moi, ce que je porte, je suis arrivé en politique avec Europe Écologie. On a fait Europe Écologie avec Danny Cohn-Bendit, José Bové, Durand, Bessé. C'est évidemment une liste écologique ouverte. Ouverte sur la société civile, ouverte à des membres. Non, pas ELV, une liste écologiste, ouverte à des membres d'autres formations politiques. Mais pas question de négocier notre engagement européen, notre engagement écologiste, parce que nous sommes les seuls à le porter. Et à chaque fois qu'il y a une victoire européenne, sur la pêche électrique que j'ai portée, sur d'autres sujets, c'est parce que les écologistes sont au cœur du Parlement européen, qu'ils construisent des majorités qu'on gagne. Ce n'est pas à cause ou grâce aux sociodémocrates ou aux conservateurs. Les internautes du Figaro vous ont entendu. C'est d'ailleurs le temps venu de poser vos questions à Yannick Jadot. Et on accueille Jean-Baptiste Émergent. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour Yannick Jadot. Bon, bonjour. Une première question de Boltac. Alors, Boltac vous rejoint et se dit de tout cœur avec vous et les apiculteurs. Et elle dit « Je les soutiens à ma façon ». Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour soutenir les apiculteurs, à sa façon en tant que citoyenne ? J'étais avec les apiculteurs hier. Qu'est-ce qu'ils demandent à l'État français ? Non mais, certes, ça on a vu, vous avez montré plusieurs fois sur Twitter. Ils demandent des aides d'urgence qui sont en train de crever. Deuxièmement, acheter du miel local. Parce qu'aujourd'hui, une bonne partie du miel qui est vendu dans nos magasins, il vient d'une mélasse dégoûtante, pour ne pas employer un autre mot, de Chine. Il vient de tous les continents. Il faut acheter du miel local. Il faut acheter du miel issu de nos apiculteurs. Et puis, deuxièmement, ça veut dire participer, contribuer à ce qu'il y ait moins d'usage de pesticides. Quand vous achetez du bio ou quand vous achetez de l'élevage ou de l'agriculture paysanne, c'est un type d'agriculture qui utilise beaucoup moins de pesticides et aujourd'hui ce sont les pesticides qui flinguent les abeilles. Nadia se dit écologiste mais affirme qu'elle ne fera jamais partie de votre parti. Est-ce que vous la comprenez ? Il y a un désamour ?
Je ne dis pas que notre parti a toujours bien fonctionné, qu'il est un modèle. On travaille à sa refondation, notamment à travers des assises. Je dis simplement quel autre mouvement politique porte avec détermination et cohérence l'agenda de la protection de l'environnement et de la protection de la santé. Je le disais au Parlement européen, à chaque fois qu'il y a une avancée européenne, et ça avance plus vite que la France, qui bloque trop souvent, eh ben, ce sont les écologistes qui sont au cœur des majorités sur les avancées. Donc, la réalité montre qu'il n'y a que les écologistes, à un moment donné, qui ne cèdent pas au lobby. Il n'y a que les écologistes qui mettent l'avenir des apiculteurs devant l'avenir de Monsanto. Il n'y a que les écologistes qui mettent les pêcheurs artisans devant la pêche industrielle. Il n'y a que les écologistes qui mettent les paysans avant l'élevage industriel ou l'agriculture intensive, ou qui mettent la protection de l'Amazonie et un développement soutenable, créateur d'emplois, plutôt qu'un consortium russe en Guyane. Lucia rappelle que vous aviez soutenu Benoît Hamon lors de la dernière présidentielle. Quel est votre regard sur ce moment, sur ce ralliement ? Justement, vous dites les écologistes, mais là, vous avez rallié les partis socialistes. C'est vrai, mais le candidat à ce moment-là du Parti socialiste, quand il est sorti de sa primaire, avait récupéré une partie de notre programme. Il était à 18% dans les sondages, Mélenchon était à 9%, et le ticket d'entrée pour le second tour, c'était quoi, 21, 22 à ce moment-là. Il y avait un coup à faire, qui était, moi, de stopper ma candidature, et c'était franchement pas simple, mais de se dire il y a une petite chance, dans cette élection totalement folle, il y a une petite chance que ça gagne. Ça a fini à 6. Voilà, j'en suis désolé. Après la présidentielle et après la législative, vous avez aussi participé au lancement de son mouvement. Non. Bah, vous avez été présent ou vous êtes non. Enfin, moi j'ai toujours dit que je ne serais jamais... j'étais écologiste. Qu'il pouvait y avoir une perspective de refondation plus large de l'écologie, avec, y compris, moi je suis très heureux que Benoît Hamon et son mouvement viennent vers l'écologie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un mouvement écologiste, c'est un mouvement qui vient vers l'écologie et qui, je trouve, ces dernières semaines, trop souvent, s'intéresse davantage à la recomposition de la gauche qu'à l'avenir de l'Europe et à la défense de l'écologie. Mais incontestablement, moi, si dans cette grande liste que je veux aider à construire pour les européennes, sur un format 100% européen, 100% écologiste, s'il y a des membres de génération qui veulent nous rejoindre, welcome, bienvenue. À propos de ralliement, Lucia rappelait aussi que François de Rugy, qui était dans votre parti, était devenu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale et avait rejoint En Marche. Et oui, il a fait la primaire socialiste, il a rejoint En Marche après. Je lui dis qu'il a trouvé sa route, félicitations. Il porte encore la voie écologiste. Écoutez, je l'ai entendu dire qu'il était pour le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, qu'il n'avait pas de problème dans l'accord de libre-échange avec le Mercosur, qui est un enjeu d'environnement et de santé et pour nos paysans absolument dramatique, et qu'il n'arrivait même pas à s'opposer au projet dont on parlait, le projet de méga mine à ciel ouvert en Guyane. C'est pas sérieux. Il pourrait au moins être sur la liste, il pourrait au moins être sur la ligne du ministre de l'écologie qui, comme tout écologiste, ne peut pas accepter de voir saccager la forêt amazonienne. Une dernière question, un peu plus sur l'environnement. Aujourd'hui, c'est la journée de l'océan. Quelle est votre position par rapport aux îles de plastique dans les océans et cette pollution internationale ? Là, c'est l'Europe qui commence à prendre les devants. Vous savez que c'est l'Europe qui interdit les sachets à usage unique. Là, maintenant, on commence à interdire un certain nombre d'utilisations du plastique pour être substitué par d'autres matières. C'est gravissime ce qui est en train de se passer autour du plastique, ce qui est en train de se passer dans les océans. Il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est la vie, l'océan. C'est notre vie. On ne peut pas se distancier de l'avenir des océans comme de l'avenir de la forêt. S'il n'y a plus de vie autour de nous, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'océans vivants, est-ce qu'on peut imaginer que nous, on va survivre ? Évidemment non. Donc c'est l'avenir de la nature, c'est notre survie dont il s'agit. Et franchement, on a aujourd'hui tous les moyens, toutes les initiatives, toutes les entreprises, tout le génie d'ingénieurs, industriels, pour organiser la réduction massive du plastique. Rien que dans l'emballage. Rien que dans l'emballage, dans nos magasins. On voit tous, des fois on achète des trucs, il y a plus de plastique que l'objet qu'on a choisi d'acheter. Tout ça est aberrant. Et il faut que la loi, pour le coup, encadre mieux la réduction du plastique, que nos usages encadrent mieux la réduction du plastique, parce que nos océans suffoquent. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu, Yannick Jadot. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aux internautes. Voilà. Et à lundi pour un prochain numéro de Le Talk Figaro.